Aujourd'hui, on va parler sur le syndrome de Guillain-Barré. Donc, on va commencer par une petite introduction. Donc, le syndrome de Guillain-Barré. D'abord, Guillain et Barré. Donc, ce sont deux médecins qui ont fait la description de ce syndrome-là. Il faut savoir que c'est la principale cause de la paralysie extensive, parce qu'auparavant, la principale cause était la poliomyélite antérieure, et donc elle a été éradiquée. Après ça, donc c'est le syndrome de Guillain-Barré qui présente la principale cause de la paralysie extensive. Il faut savoir qu'on est en train de parler d'une urgence neurologique. C'est une urgence neurologique et qui nécessite une surveillance et un traitement qui est spécifique. Ça, c'est pour attirer l'attention. Donc, est une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. Donc, des autoanticorps qui vont diriger contre le système nerveux périphérique et qui vont provoquer un problème moteur, et donc la paralysie est le problème, bien sûr, de la sensibilité et de la paresthésie. Bon, si on va parler de la physiopathologie, là, ce qu'il faut savoir, que les nerfs, ils vont être attaqués par le système immunitaire parce que c'est une auto-immunité, mais ce qu'il faut mettre en tête, le principal germe, donc c'est le Campylobacter jejuni. Après cette infection par le Campylobacter jejuni, ce germe-là, il a des polysaccharides qui ont un mimétisme moléculaire avec une particule, ce qu'on appelle les gangliosides, qui sont présents au niveau des neurones et au niveau du système nerveux périphérique. Et donc, on va voir des autoanticorps qui vont diriger contre ces gangliosides. Et puis, quand ils vont se diriger contre ces gangliosides, ils vont donner deux formes. On a deux formes de Guillain-Barré. On a la forme démyélinisante la plus fréquente et on a la forme axonale qui est la moins fréquente. C'est quoi la différence? La forme démyélinisante, on a des autoanticorps qui vont se diriger et qui sont de type IgG et qui vont diriger contre la myéline, contre les cellules de Schwann. Et puis, ils vont activer le système de complément et ils vont former les MAC. C'est quoi les MAC? Ce sont le complexe d'attaque membranaire. Et ce sont eux qui vont détruire la gaine de myéline. Et puis, c'est l'arrivée des macrophages qui vont éliminer les débris. Et puis, c'est la phase de récupération et de la cicatrisation. Ce qu'il faut mettre encore en tête, il n'y a pas que le Campylobacter jejuni. Et ce dernier, il va donner bien sûr des diarrhées qui peuvent être même sanglantes. C'est pour cela qu'il faut faire un bon interrogatoire. En plus de ça, donc, on a autre gènes, par exemple les infections respiratoires, par exemple la grippe, parce que même le vaccin de la grippe, parce que lors de la vaccination contre la grippe porcine, en 2009, donc on a observé des flambées de ce Guillain-Barré et même pour la vaccination contre le virus de H1N1, donc c'est la même chose. Et donc il y a plusieurs gènes, il y a des virus et il y a des bactéries et il y a même une théorie génétique. On va parler on va parler donc de la clinique. Donc, ce qu'il faut mettre en tête, on a un problème sensitif et on a un problème qui est moteur. On va voir donc une hypoesthésie, on va voir des paresthésies et qui sont en gants et en chaussettes. Et puis, on va voir un problème moteur, de la parésie jusqu'à la paralysie, et qui est ascendante avec un problème de la réflexie ou l'hyporéflexie. Pourquoi? Parce que le problème, il est périphérique et il n'est pas central. Et donc, dans l'évolution de ce syndrome, on va voir trois phases. Donc, on va voir une phase d'extension. Et là, on va voir ce qu'on est en train d'expliquer. Il faut savoir que l'évolution, elle est ascendante et elle peut arriver en air phrénique et elle peut provoquer une insuffisance respiratoire. Et là, il faut faire attention parce que l'insuffisance respiratoire du syndrome de Guillain-Barré, elle peut être aiguë. Pourquoi? Parce que parmi les complications, on peut avoir une atteinte bulbaire. Et l'atteinte bulbaire, elle va donner un problème de déglutition. Et le problème de déglutition avec le décubitus dorsal qui est là, on va voir des pneumopathies d'inhalation. Et la pneumopathie d'inhalation, elle peut provoquer une atélectasie. Et l'atélectasie, là, elle va donner
donc une insuffisance respiratoire aiguë. Et même lors de l'aspiration en service de réanimation, il faut mettre le patient sous atropine. Pourquoi? Parce qu'après l'aspiration, il va développer une bradycardie. Et donc, il faut le mettre sous atropine avant de faire l'aspiration de ces sécrétions qui sont condensées au niveau de poumons. Et puis, donc, et bien sûr, lors de problèmes de bulbaire, donc on va avoir un problème de déglutition, c'est pour cela qu'il faut mettre une sonde nasogastrique. Pour la phase de plateau, là où, où le patient il est stabilisé par ces symptômes-là, et là, c'est le rôle de la surveillance. C'est le rôle de la surveillance, c'est de faire le CG de journalier parce que on va voir parmi les complications, les problèmes donc de la dysautonomie. Donc, c'est l'atteinte du système autonome, ce qui va donner des troubles de rythme, des bradycardies, des tachycardies, et des troubles de rythme, et bien sûr, sans oublier la rétention d'urine qui va nécessiter une sonde vésicale. Eh bien, il faut encore la mesure de la tension artérielle parce qu'on va voir une labilité des chiffres. Et puis, on a la phase de récupération. La phase de récupération, c'est une phase qui est inverse de la phase d'extension. Donc, on va avoir une récupération qui est descendante. Et là, ce qu'il faut mettre en tête, on peut avoir une rechute. Mais cette rechute, elle n'est pas comme le tableau clinique du Guillain-Barré d'abord. C'est pas après suite à une infection respiratoire ou une infection ou une gastro-entérite qu'on va voir une paralysie ascendante. Non, c'est pas comme ça. On va voir une forme de syndrome de Guillain-Barré, ce qu'on appelle le syndrome de Müller-Fischer et non pas le syndrome de Müller-Gübler. Müller-Gübler, c'est un syndrome neurologique, alors que Müller-Fischer, c'est une forme clinique du syndrome de Guillain-Barré. C'est quoi ce syndrome? Ce syndrome, c'est une triade qui est formée par une aréflexie, une ataxie d'origine cérébelleuse et bien sûr une ophtalmoplégie. Le syndrome, il va commencer par une ophtalmoplégie qui va toucher donc le nerf oculomoteur. Le patient il va développer une diplopie. Par suite, l'atteinte de l'innervation intrinsèque. Le patient va développer une médriase, puis c'est la réflexie, et puis c'est l'ataxie, et puis donc son traitement. Donc avec une évolution naturelle, on va voir une bonne évolution de ce syndrome-là. Mais ce qu'il faut savoir, on a deux autres formes cliniques de syndrome de Guillain-Barré. On a le syndrome de Baker-Staff. C'est quoi ce syndrome? C'est une rhomboencéphalite post-infectieuse, ça veut dire une atteinte du cervelet, de thalamus et de tronc cérébral. C'est pour cela que dans cette forme-là, on va voir le syndrome pyramidal et on va voir le signe de Babinski qui est positif. Donc c'est pas quand on n'a pas, c'est pas quand on n'a pas un syndrome pyramidal, quand on a un syndrome pyramidal, c'est pas toujours le problème, il est central et ce n'est pas un syndrome de Guillain-Barré. Il peut être une forme clinique qui est la plus grave et la plus rare et c'est la rhomboencéphalite post-infectieuse et qui est mortelle et c'est l'indication de l'IRM pour chercher l'atteinte thalamique et cérébrale et du cervelet. Et on a une autre forme clinique par suite qui va entrer dans l'ordre des complications, donc c'est rare. Bon, pour le diagnostic, donc le diagnostic, là d'abord, avant de parler du diagnostic, il faut savoir le diagnostic différentiel, parce que le diagnostic de Guillain-Barré, c'est un diagnostic qui est principalement clinique, alors qu'on va faire des examens complémentaires pour éliminer les autres diagnostics différentiels, qui ce sont donc les infections qui vont toucher le système nerveux central, et ce sont les problèmes qui vont toucher la voie pyramidale, et donc on va chercher par exemple un syndrome pyramidal, on va chercher un signe de Babinski, on va chercher un signe de Hoffman. C'est quoi le signe de Hoffman? Donc il y a le signe de Hoffman qui est quand on fait une compression sur l'ongle de doigt majeur, on va voir la flexion de doigt. Il faut pas il y a la voie de métabolisme de Hoffman. Donc c'est une voie de métabolisme des produits anesthésiques. Donc c'est une autre histoire. Et puis, donc, on va chercher une anesthésie ancienne. Là, même là, c'est le problème, il est central. Donc, on dit, donc, on résume. Le diagnostic principalement clinique, donc basé sur la répétition de l'examen neurologique.
et bien sûr de l'évolution ascendante des signes que j'ai expliqué auparavant. Et puis le diagnostic va être confirmé par la ponction lombaire, mais c'est pas évident. Donc là, on va trouver ce qu'on appelle la dissociation albumino-cytologique. Veut dire quoi? On va voir l'albumine qui est très élevée avec bien sûr les cellules, donc les lymphocytes et les cellules, donc ils ont un nombre qui est normal. Donc c'est pas très évident parce qu'on peut trouver dans d'autres situations. Là, c'est l'EMG. L'EMG, il va mesurer la vitesse de conduction nerveuse, il va trouver la vitesse qu'elle est diminuée, il va trouver le blocage à cause de l'atteinte de l'atteinte axonale et de l'atteinte de myéline, et on va trouver un allongement de l'onde F qui veut dire quoi? Veut dire donc il nous oriente que le problème il est proximal au niveau des nerfs. Et puis, pour le traitement, avant que je parle sur le traitement, il y a deux autres complications qu'il faut les mentionner. Et donc, c'est la douleur qui peut rester même après le syndrome de Guillain-Barré. Et c'est une douleur qui est de type neurogène. Il ne faut pas utiliser les antalgiques, les simples antalgiques, premier palier, deuxième. Là, non, non, il faut utiliser la carbamazepine ou la gabapentin parce que c'est une douleur d'origine neurologique. Et puis on a une autre complication, c'est la complication thromboembolique à cause de décubitus dorsal, d'une part, d'une autre part à cause du traitement, parce qu'on va utiliser les immunoglobulines polyvalentes qui vont favoriser un état d'hypercoagulabilité. C'est pour cela qu'il faut qu'on utilise l'héparine donc à un but préventif. Il y a une autre complication donc, qui est très fréquente chez les sujets, donc dans les services de réanimation, ce qu'on appelle la ANMAR. C'est quoi? C'est l'atteinte neuromusculaire acquise en réanimation. C'est quoi? C'est que ce ANMAR, il est très très proche au syndrome de Guillain-Barré, de sorte que même si on va faire l'EMG, on va trouver une très forte similitude. C'est pour cela qu'il faut faire une biopsie musculaire, là on va trouver la dénervation et l'atrophie des fibres musculaires. Et cette ANMAR, elle est connue chez les réanimateurs et donc elle nécessite la ventilation parce qu'on a une atteinte multiviscérale qui est diffuse, et donc ça c'est beaucoup plus, c'est de la spécialité. Et puis, donc, pour le traitement, là, on va utiliser la plasmaphéreuse. La plasmaphéreuse, donc, elle a des contre-indications qu'il faut les savoir. Premièrement, un problème de coagulabilité. Deuxièmement, un état septique. Parmi ces effets indésirables, on va voir une hypotension et que c'est logique. Et puis, on a les immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse. Là, il faut faire attention. Donc, il y a une information qu'il faut la savoir parce que les médecins ils n'utilisent pas cette information. Donc, les immunoglobulines polyvalentes, avant de l'utiliser, il faut chercher un déficit en IgA. Parce que si le patient il a un déficit en IgA, là, tu vas provoquer un choc anaphylactique et le patient il va mourir. Par suite, donc pour les immunoglobulines, c'est quoi ces immunoglobulines? Ce sont des anticorps qui ont un but d'immunomodulation multimodale. Veut dire quoi? Veut dire que ce sont des anticorps qui vont se diriger contre le fragment FC des IgG qui sont les autoanticorps, et donc ils vont moduler la réponse du complément pour qu'on ne va pas activer le MAC, le complexe d'attaque membranaire. Là, il faut faire encore une attention parce que parmi les effets indésirables, on va voir des nausées, des vomissements et des problèmes de système autonome. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la perfusion d'une façon rapide. Il faut faire la perfusion d'une façon lente pour éviter ces effets indésirables. Et donc, je vous remercie.